Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant qu'on commence, je tiens à vous dire que on m'a fait part de certains problèmes qu'avaient certaines personnes avec le format de cette chaîne, à savoir des PowerPoint verts avec une voix monocorde et monotone. Et pour contenter ces personnes, j'ai envie de vous dire que la chaîne à partir de maintenant se diversifie. On fera aussi des PowerPoint roses, bleus, rouges, voire même orange. Et pour pousser cette décadence à son paroxysme, des fois même, on aura des bandes multicolores. Non, alors plus sérieusement, je vais vous présenter le projet qu'on a fait avec un ami dans le cadre d'une UE de physique à la fin de la deuxième année, qui traitait à simuler les détecteurs à effet de Cherenkov. Je vais pas m'étendre sur ce qu'est un détecteur à effet de Cherenkov, je le ferai peut-être plus tard, mais là ce n'est pas du tout le cœur du sujet. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer la démarche que j'ai eue. Moi, ça me permettra aussi de la revoir et de mieux l'assimiler, et si ça peut vous donner des idées, c'est parfait. Alors je vais juste venir un petit peu sur les objectifs qu'on a eus au cours de ce projet-là. On s'est basé sur le Super Kamiokande, donc un détecteur qui est présent au Japon, et en fait ils se servent de ce Super Kamiokande pour détecter des neutrinos. Il faut imaginer que la cube que vous voyez à droite, elle est remplie d'eau. Des neutrinos sont tirés à travers la croûte terrestre pour arriver dans cette zone-là, et que certains vont s'y désintégrer et émettre ce qu'on appelle des leptons, qui à leur tour vont émettre de la lumière grâce à l'effet de Cherenkov. C'est un peu compliqué, mais repassez ça en lentement, vous allez comprendre. Donc, ce que le détecteur reçoit à la fin, ce sont juste les impacts sur les capteurs que vous pouvez voir. Notre but à nous, c'est de se donner un jeu de capteurs qui ont été touchés, et de remonter jusqu'à la trace du lepton. Donc pour ce faire, on va d'abord détailler les hypothèses au départ qu'on a dû faire pour pouvoir mener à bien notre simulation. On verra ensuite la modélisation et l'analyse que l'on a mis en place. On étudiera ensuite les résultats et on verra quelles pistes d'amélioration on peut avoir. Les premières hypothèses sont les suivantes. On néglige les aspects énergétiques, ce qui est déjà une grosse limitation en soi, mais si c'était pas fait, c'était infaisable. Ensuite, on va considérer la trajectoire des leptons comme étant rectiligne. On va considérer que ces leptons ne s'arrêtent uniquement sur la paroi. En effet, on néglige l'aspect énergétique, donc les leptons en fait ont une vitesse constante jusqu'à toucher une paroi. Ensuite, ces leptons vont émettre des photons de manière continue jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés grâce à l'effet de Cherenkov, et on va considérer que ces photons ont aussi une vitesse infinie. Alors ça c'est faux en soi, mais c'est juste pour qu'on n'ait pas à prendre en compte l'effet temporel de la simulation. En fait c'est pour surtout éviter qu'il y ait trop de calculs importants à faire, tout simplement pour que l'ordinateur puisse les faire. Concernant la modélisation, on va se donner un détecteur cylindrique de rayon de 20 mètres et de hauteur d'environ 41 mètres. Il va être tapissé mur et sol de capteurs qui vont être de rayon 25 cm et espacés 2 à 2 de 20 cm. Vous pouvez voir en bas l'une des tranches de ce détecteur-là une fois qu'on l'aura mis en place. Concernant les leptons, ils sont émis aléatoirement dans le cylindre avec un vecteur vitesse qui lui aussi est aléatoire. Pour les photons, ils sont émis selon un angle de 41 degrés par rapport à la trajectoire du lepton et vont en ligne droite heurter les parois. Vous pouvez voir en haut en vert la trajectoire du lepton, d'où sont émis les photons qui ont une trajectoire en rouge et un point d'impact en noir. Concernant l'analyse, on s'est heurté à un problème concernant les capteurs. En effet, si on fait vite fait Pythagore, on trouve qu'au maximum on peut avoir jusqu'à 3 millions d'impacts à traiter contre une paroi, et tous les capteurs ne sont pas affectés par un passage. Il se peut qu'un photon tombe pile poil entre deux capteurs et là on le compte pas. Donc pour chaque impact, on doit calculer la distance entre le point d'impact du photon et tous les capteurs. Si une distance est inférieure à un seuil, à savoir le rayon des capteurs, alors le capteur est activé. Et comme il y a une distance entre deux capteurs, on sait que si un capteur est activé, alors il est unique. Concernant l'analyse des résultats, on s'est donné un réseau de neurones à 3 couches cachées, avec pour nombre de neurones 110, 100 et 30, en neurones des couches cachées, et avec fonction d'activation qui est relue. Les entrées, il prenait 12 entrées, donc c'était un réseau de neurones qui allait de R12 dans, on verra plus tard, R6, et qui prenait en fait les barycentres des zones d'impact. Les zones d'impact, elles étaient définies de la manière suivante. On prenait le plus grand nombre d'impacts que le capteur le plus touché avait reçu, et on disait que les zones d'impact faibles avaient été touchées par exemple entre 0 et 0,15 fois ce nombre d'impact maximum, les zones d'impact moyennes entre 0,15 et 0,50, les zones d'impact fortes entre 0,50 et 0,70, et les zones d'impact extrêmes entre 0,70 et 1 fois ce nombre maximum. On s'est donné ensuite les barycentres de ces 4 zones, et on le fournissait au réseau de neurones. En sortie, le réseau de neurones nous fournissait 6 coordonnées, à savoir les coordonnées supposées du point d'émission du lepton, et son vecteur directeur. Donc on a bien un réseau de neurones de R12 dans R6. Pour les résultats des collisions, donc on l'a pris en simulant l'émission d'un lepton, on retrouve ça et ça.
On retrouve donc ces deux images qui sont assez parlantes en soi. Là on a la légende qui rend la chose assez explicite, et même de tête on peut imaginer la trajectoire du lepton, parce qu'on sait que plus il va être proche du mur, plus il va y avoir un nombre de photons important sur les capteurs, et donc on peut assez facilement imaginer la trajectoire du lepton dans ce cas-là, et nous on veut l'automatiser maintenant. Alors juste je précise quelque chose, ce schéma là il est assez visuel en fait, on voit bien entre 1, 2, 3 et jusqu'à au-delà de 7 impacts. Le problème c'est qu'au-delà de 7, il n'y a plus aucune distinction qui est faite, alors qu'on pourrait très bien avoir, je sais pas, un capteur à 32 dans le bloc noir, avec un autre à 64, et il n'y aura rien qui fera la différence entre ces deux points-là. Donc bon, c'est juste visuel, c'est très peu exploitable. Concernant le réseau de neurones maintenant, on a bien la loss de la test set et du train set qui descendent avec le nombre d'époques. On n'a pas poussé assez loin pour que le loss du test set remonte, tout simplement parce qu'on a poussé extrêmement loin et on n'a pas vu d'augmentation du loss, et surtout parce que plus on poussait, plus ça prenait du temps et on n'avait pas de résultat qui valait le coup d'aller aussi loin. Maintenant, si on met en commun le réseau de neurones avec les impacts qu'on a pu visualiser et les impacts réels, on obtient ça. Donc vous avez en noir l'impact réel et en vert la vraie trajectoire du lepton, et en bleu l'impact prédite par le réseau de neurones, et en orange la trajectoire prédite. Sans être parfaite, les prédictions faites par le réseau de neurones sont assez cohérentes. On a bien des zones qui sont globalement similaires pour l'émission de notre lepton, et surtout on a des trajectoires qui sont quasiment collinéaires, oui. Maintenant, comme on l'a dit, le réseau de neurones il est pas parfait. Déjà, on aurait dû faire un réseau de neurones avec autant d'input que de capteurs. À savoir, dans notre cas, on était à peu près à 12 000 capteurs, donc on aurait dû faire un réseau de neurones de R12000 dans R6. Le problème, c'est qu'on avait mal codé la chose au début, et du coup, ça prenait énormément de temps de générer assez de jeux d'entraînement pour qu'on puisse faire un réseau de neurones qui aille de R12000 dans R6. Ensuite, on aurait pu tout simplement se donner plus de données à traiter, mais là, c'est le même problème, on avait déjà pas le temps de tout faire, ça prenait beaucoup de temps en fait de calculer autant d'impact. Et ensuite on aurait dû prendre en compte le temps d'arrivée des photons au capteur, les aspects énergétiques qui ont été négligés, et ça c'est vraiment ça a été brutal à négliger. Et ensuite le lepton, c'est une particule, donc elle aurait dû être déviée lors des collisions. On aurait dû prendre ça en compte. À droite vous avez des données qui sont elles tirées du Super Kamiokande, et bon là le lepton, l'aspect énergétique a dû être pris en compte vu que c'est la réalité. Et donc il s'est arrêté un moment, et on retrouve bien pas du coup une tache mais un anneau, et c'est bien un anneau qu'on aurait eu aussi si notre lepton s'était arrêté au milieu, donc on est assez satisfait de ce qu'on a trouvé. En conclusion, on est parvenu, grâce à des simulations assez simplistes, à simuler l'effet Cherenkov, à modéliser un détecteur à effet Cherenkov et à retrouver certaines propriétés des leptons. Maintenant on peut se demander à quoi ça sert. Bien connaître le lepton qui aura créé les photons par effet Cherenkov nous permet de remonter à sa source, dans notre cas les neutrinos. Et ces neutrinos ont une grande importance en physique, d'où l'importance de ce travail-là. Ensuite, les détecteurs à effet Cherenkov sont assez souvent utilisés en physique car ils permettent de faire des détections indirectes, et donc ça a donné une autre importance à notre travail. Enfin, il y a aussi des projets militaires qui tournent autour des détections de neutrinos et donc des détecteurs à effet Cherenkov, parce que les réactions nucléaires émettent des neutrinos, et ce ne sont pas les mêmes neutrinos qui sont émis si on parle de projets nucléaires civils ou militaires. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, elle était un peu différente des autres parce que c'était moins d'explications et plus de présentation, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis ciao, et bonne soirée.